Alors bonsoir à tous. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour l'avant-dernier mardi de l'histoire en lien avec l'exposition Trésors coupables, un pillage archéologique en France et dans le bassin méditerranéen. Une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 12 novembre prochain. Donc je vous recommande d'y aller pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et voilà, je suis ravi aussi d'accueillir Anne Le Heurf. Donc un grand merci à vous d'être venu quand même de Paris, de si loin. Et donc Anne Le Heurf est professeure des universités à Cergy, à l'université de Cergy. Elle est également présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Et vous verrez, elle a réalisé aussi, a écrit un certain nombre d'ouvrages en lien avec l'archéologie. Sachez donc que notamment, il y aura aussi à la fin de la conférence une petite vente de ces ouvrages, donc, et notamment peut-être votre dernier ouvrage, vous aurez l'occasion de le présenter. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter justement les quelques ouvrages qui sont proposés aussi par la librairie L'Odeur du Temps. Voilà, donc je vais très vite céder la parole à Anne Le Heurf. Et voilà, donc elle propose aujourd'hui donc une conférence sur les enjeux du patrimoine archéologique. Précisément, le titre, c'est « Et si on faisait une chasse au trésor ? Les enjeux du patrimoine archéologique ». Voilà, je vous laisse peut-être la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord au Musée d'art et d'histoire de m'accueillir, de m'avoir invité dans le cadre de cette exposition que je trouve vraiment extrêmement intéressante. J'en avais vu les prémices. Là, hélas, elle n'est pas accessible, mais c'est vrai que c'est une exposition qui est à la fois ludique, intéressante et qui porte des messages qui sont des messages importants. Donc voilà, c'est une belle exposition qu'il faut avoir vue d'une certaine manière et j'espère qu'elle aura une deuxième vie après le musée d'art et d'histoire pour qu'un public plus large puisse effectivement en profiter. Donc voilà, donc moi je vais faire une des conférences un petit peu dans ce cadre-là. C'est toujours un petit peu compliqué parce que le thème est large et en même temps on a des messages forts qu'on a tous envie de faire passer dans le cadre de cette exposition. Donc j'ai choisi un peu un angle d'attaque en essayant de suivre mes collègues et en essayant de décaler un tout petit peu le curseur pour qu'on puisse varier. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous, je vous remercie d'être là, sont déjà venus à des conférences précédentes mais que vous écoutiez pas toujours la même chose avec des archéologues qui disent oui c'est pas bien d'aller piller, que le discours soit un petit peu plus évolué, un petit peu plus subtil et puis un petit peu plus varié que cette seule phrase. Voilà. Alors d'habitude j'aime bien plutôt gigoter, mais je crois que pour la régie, parce que c'est filmé, c'est mieux d'être assise. Je vais aller m'asseoir sagement en espérant que je vais rester sagement assise, parce qu'à un moment donné je vais pas me lever. C'est pas impossible, mais voilà, je vais essayer quand même la version assise avec le PowerPoint pour le replay, je crois que c'est mieux. Voilà. Alors, du coup, je vais passer sur le micro. On n'entend rien, on entend mieux. Ça y est, voilà. Oui, c'est le temps du passage, je pense, de son changement de micro à la régie. Là, c'est bon ? Sinon, je peux rapprocher. C'est bon ? Alors, effectivement, je disais que j'allais essayer de faire un petit peu décalé. Je me suis dit qu'il fallait... Le sujet est grave, hein, et donc je me suis dit, on va essayer de commencer un peu de manière légère. Et j'ai voulu un petit peu prendre au mot, d'une certaine manière, l'invitation de la question du trésor et du pillage. Et on est parti sur on l'a choisi d'ailleurs ensemble avec l'équipe ici, en tout cas on en a discuté. Et si on faisait une chasse au trésor, et après on a quand même mis un sous-titre sur le fait que ça soit un sujet sérieux. Alors je vais faire une proposition de conférence, en tout cas je vais essayer de développer 4 points. 4 parties, donc partir du jeu, partir du léger, et puis vous amener vers finalement des questions aussi de grandes personnes, et puis on va déborder, vous l'avez lu dans le résumé, sur la question des orphelins d'aujourd'hui, mais aussi des orphelins d'hier, et qui soulève le sujet extrêmement vaste et extrêmement complexe de la question de la propriété des objets et de certaines restitutions de ces objets orphelins. Voilà. Donc en avant. Alors, petit préambule, l'esprit d'une conférence. Je suis partie d'un sujet un petit peu, en tout cas dans l'intitulé d'un jeu. J'avais envie d'essayer de démarrer
de me dire qu'on pouvait aborder ce sujet de manière ludique et de manière légère. J'ai pas envie, je ne me sens pas en tout cas d'être là pour donner, on va dire, des leçons, pour distribuer des bons points ou des mauvais points, jouer à la gentille face aux méchants. J'ai envie de parler depuis ce que je suis, c'est-à-dire un professeur des universités, c'est-à-dire une scientifique et c'est-à-dire une enseignante. Donc, partir de cette réalité-là, je pense que certains de mes collègues auront adopté un point de vue plus de répression ou de législation. Vous ne serez pas épargnés. Nous habitons et nous vivons avec le Code du patrimoine. Mais tout de même, ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Je voudrais partir de mots, de faits, de données. Et puis, évidemment, l'enjeu, c'est d'expliquer, de partager, d'expliquer encore. Il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Je crois que sur le pillage, ça se pose assez bien, cet art de la répétition. Voilà. Le sujet est sérieux, il est parfois grave, et je crois qu'il a toujours un volet scientifique. C'est en tout cas comme ça que je l'aborde et que je souhaite le partager avec vous. C'est une question qui est une question du patrimoine archéologique et notre patrimoine à tous, qui est celui de l'humanité, pour lequel nous avons tous individuellement et collectivement des responsabilités, des devoirs et pour certains ou certaines, comme c'est mon cas, des engagements, des missions, car nous sommes du côté des, le terme est ce qu'il est, des sachants. Et à ce titre, comme tous les scientifiques, quand un sujet est en débat, c'est important d'en parler, même quand ça fâche. C'est important de dire, de répéter et de dire encore. Voilà. Alors, dans cet esprit-là, j'ai souhaité commencer... alors, je ne suis pas très originale finalement, parce que alors moi je suis partie de la chasse au trésor en tant que telle, mais l'exposition intègre tout à fait cette dimension ludique de la chasse au trésor. Alors, je suis allée sur des jeux, sur des cartes. C'est vrai que l'idée de la chasse au trésor, puisque c'est le titre que j'ai choisi, c'est aussi finalement un jeu d'enfant. Et c'est d'abord un jeu d'enfant. Ce sont ces jeux que l'on organise dans le cadre des goûters d'anniversaire. On a une carte, et puis on a des mots sur lesquels nous allons revenir. C'est amusant, vous voyez que les enfants s'amusent. Ce sont des livres pour enfants. Et on va, alors ça se décline, hein, parce que la chasse au trésor, je n'ai quand même pas pu m'empêcher, j'ai trouvé la chasse au trésor au gruyère, donc la chasse au trésor au gruyère, c'est beaucoup moins problématique que certaines autres chasses au trésor. Donc il y a cette dimension effectivement du jeu, et c'est par ce biais-là que les petits finalement rentrent dans la notion de trésor. C'est par cette possibilité d'aller vers ces trésors. Alors du coup, je me suis dit, déclinons, prenons un dictionnaire, celui qui est en ligne, la référence de nous tous, quand on cherche un truc, pof, il y a le Wikipédia qui s'ouvre. Et donc, Wikipédia dit que la chasse au trésor est une épreuve ludique où les participants, généralement regroupés en équipes, doivent trouver un cadeau, qui est donc qualifié de trésor, qui est dissimulé par les organisateurs. Donc on est quand même dans un cadre bien particulier, avec des indices qui sont donnés. Et donc les chasses au trésor sont des activités très prisées pour animer les anniversaires d'enfants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et voilà, j'ai moi-même organisé des chasses au trésor pour mes enfants, et beaucoup de parents ont organisé des chasses au trésor. Et vous voyez que l'illustration, c'est la chasse aux œufs de Pâques. Donc on est dans quelque chose qui est une dimension totalement innocente, associée à cette terminologie de la chasse au trésor. Il n'y a pas d'enjeu particulier sur cette question. Et alors, si on creuse un tout petit peu, on est, à un moment donné, dans la chasse au trésor, on est dans la catégorie, c'est une catégorie de loisirs, et on est dans un loisir de plein air. Donc ça aussi, c'est important. A priori, quand on chasse, alors du coup, j'ai regardé catégorie loisirs de plein air. J'aime bien décliner comme ça les mots, les dictionnaires, se laisser emmener un petit peu pour voir finalement où les encyclopédies nous disent d'aller, où les gens trouvent des renseignements, vers quoi on les emmène, c'est quoi finalement ce que le public sait, ce qu'il pense, y compris quand je fais mes cours en tant qu'enseignant, j'aime bien regarder finalement quel est l'horizon mental, la cartographie mentale des connaissances finalement du public, des étudiants, des enfants,
avant de les gronder en leur disant que c'est mal, c'est important finalement de savoir quelles sont leurs références. Loisirs de plein air. Alors du coup, j'ai regardé les catégories de loisirs de plein air. On n'a pas archéologie dans loisirs de plein air. Je me dis, chic, tout va bien. On reste dans quelque chose, effectivement, de la promenade, du camping, du jeu de plein air, de la pétanque, de choses qui n'ont rien à voir avec l'archéologie. Et donc, on peut se dire que finalement, tout va bien pour ce que dans cette catégorie de la chasse au trésor. Et puis, si on creuse, cette fois-ci de l'autre côté, et qu'on va vers trésor, ça se complique un tout petit peu. Et là, on commence à mettre doucement le doigt vers des choses qui interrogent, qui posent problème, qui en tout cas nous invitent à réfléchir, parce que à la lettre D, dans ce qui est décliné, nous avons déjà détecteur de métaux. Donc on y est. On y est assez facilement. C'est pas la peine d'aller très loin finalement dans notre exploration, dans la chasse au trésor de la chasse au trésor. On arrive très vite effectivement à détecteurs de métaux, à trésors découverts, à finalement des choses qui nous posent problème, en tout cas qui interrogent et qui font écho effectivement à cette exposition au musée d'art et d'histoire. Alors, Wikipédia, ça va bien 2 minutes, mais à un moment donné, il faut quand même essayer d'être un tout petit peu sérieux, d'aller plus loin, même si c'est un outil, parce que ce dictionnaire partagé en ligne est tout à fait intéressant. Et puis là, moi, j'aime bien les dictionnaires. Le jour où j'irai sur une île déserte, je partirai avec un dictionnaire, parce que je pense qu'on peut quand même s'y promener beaucoup. Et c'est intéressant, parce que finalement, qu'est-ce que c'est un trésor ? Partir à la chasse au trésor, parler de trésor, évoquer le trésor, c'est quoi la définition d'un trésor dans cette chasse que l'on peut aborder, que l'on invite à faire pour les enfants dans les anniversaires, et puis on va le voir qui finalement relève aussi d'autres choses. Amas, d'accord, chose précieuse mise en réserve, ça c'est intéressant. Lieu d'une église où l'on garde, là c'est pareil, c'est l'idée de quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose qu'on cache, objet précieux caché ou enfoui. Et ça, ce sont des questions absolument fondamentales dans le trésor, et c'est un des ressorts de cette question du trésor. Bon, trésor public, ou le trésor, ensemble des services financiers de l'État. Bon, ça fait aussi partie des définitions du trésor. Et puis des titres d'ouvrages. Et puis, bon, quand même, c'est sympathique, tout ce qui est précieux, que ce soit une chose ou que ce soit une personne, qui peut être également en soi un trésor. On a quand même, à la définition numéro 3, cette question de l'objet précieux, caché, enfoui, découvert par hasard. Et ça, le découvert par hasard est évidemment tout à fait important dans le propos qui est le mien et le nôtre, parce que je le partage évidemment avec de nombreux collègues. Trésor, la loi française, le Code civil, article 716. Je vous avais dit que vous ne seriez pas épargnés. En voilà déjà. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété. Ça n'appartient à personne et qui est découverte par le pur effet du hasard. On ne peut pas avoir cherché un trésor. Donc la chasse volontaire au trésor disqualifie de fait, dans la législation, la définition même du trésor. Donc, on ne peut trouver un trésor que de manière totalement fortuite. Donc ça ne peut pas être associé à un geste de recherche volontaire, et donc ça ne peut pas, dans la définition et dans la loi, résulter d'une découverte réalisée avec un instrument dont la fonction est précisément de découvrir volontairement quelque chose. Donc quand on utilise un détecteur de métaux pour chercher quelque chose, on ne peut pas, d'un point de vue strictement de la définition de la loi, trouver un trésor, puisque ce n'est pas fortuit. Les objets découverts à l'aide de détecteurs de métaux sont donc exclus d'une possible qualification de trésor en tant que tel, au sens de la loi et des règles de propriété qui en découlent. Et donc la propriété du trésor, qualifiable comme telle, appartient à celui qui le trouve dans son fonds propre, si justement, précisément, le trésor est trouvé de manière fortuite. Et si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, pour moitié à celui qui l'a découvert et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Donc, l'idée de la chasse au trésor, comme on invite les enfants à le faire, elle est incompatible finalement avec la notion de trésor
au sens sérieux, plein, entier de la législation telle qu'on le fait. Les enfants font des chasses au trésor, effectivement, dans le cadre des anniversaires, et il n'y a guère de malice dans cette activité ludique qui n'est absolument pas l'équivalent, effectivement, de ce que les grands font, même si on insuffle, on met dans les esprits de ces chasses au trésor cette notion, effectivement, de plaisir, de trouver quelque chose qui est caché et que l'on découvre, et qui est un des ressorts fondamentaux de ce que l'on fait avec les détecteurs et finalement du pillage archéologique ou de ce que l'on appelle le loisir. Alors, je me suis dit que, quitte à chercher finalement des activités de chasse au trésor récentes, il fallait que je me plonge dans finalement ce que l'on a dans l'actualité contemporaine, les chasses au trésor des grands, qui ne sont pas quand même vraiment celles des petits. Les chasses au trésor des grands, il ne suffit pas d'aller chercher très loin, finalement, pour les trouver dans l'actualité, ce qui est assez désespérant, parce qu'il y a pléthore, en fait, d'informations sur ces chasses au trésor. Alors, ça ne s'appelle pas toujours comme ça. Là, ça s'appelle un rallye de détection. Et ce rallye de détection a été organisé en Haute-Marne, à Vic. 300 personnes. Et c'est pas vieux puisque ça date du mois de septembre et que c'était, et c'est ça qui a quand même fait réagir assez fortement la communauté des archéologues, ça a été réalisé durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. C'est une conception d'une activité de Journée européenne du patrimoine un petit peu particulière et il y a eu un relais, alors 300 personnes attendues, samedi 16 septembre, donc c'est vraiment le week-end en question. Et autre question, et là vous avez, c'est public, hein, ça a été affiché, c'est la page régionale de France 3 Grand Est. Donc cette activité qui invite effectivement à des rallyes, c'est une information très neutre. On invite à des rallyes et on donne à lire la discipline, c'est une discipline, la détection de métaux, c'est écrit noir sur blanc, enfin bleu sur blanc en l'occurrence, et elle compte de plus en plus d'adeptes. Donc là, ça nous fait doucement trembler, ou pas doucement d'ailleurs, du côté des archéologues. Donc on organise un rallye de détection, je vais y revenir. Donc de 7h à 18h, les personnes pratiquant la détection de métaux vont s'agiter dans un grand champ. On est toujours dans le loisir de plein air. On est dehors, on va s'agiter dans un grand champ. C'est bon d'aller respirer à l'extérieur. L'équipe organisatrice aura enterré des pastilles métalliques. C'est là que ça devient très subtil, ces rallyes, dont la découverte permettra de gagner des lots. Vous voyez qu'on est totalement dans le parallèle avec, effectivement, ma chasse au trésor des enfants, puisqu'on va gagner des lots, on va gagner des petits paquets, on va gagner des paquets de chocolat. Et donc, France 3 Champagne-Ardenne, curieuse, c'est écrit, a contacté l'attaché de presse de la Fédération française de détection de métaux, qui compte, est affiché ici, alors les chiffres varient, mais au moins 200 000 personnes. Et il y aura donc 300 personnes sur le rallye. Alors juste pour vous donner des chiffres que vous avez sans doute dans l'exposition, je n'ai pas vérifié, et que vous avez entendu, il y a à peu près 4000 archéologues professionnels. Comme dirait l'autre, on ne fait pas le poids du côté des chiffres, si effectivement on est à 200 000 au minimum passionnés de détection. Donc, je vais vous en donner quelques-uns de ces activités de chasse au trésor de grands. Donc, on a une poêle à frire, l'instrument de détection. Il y a une très belle collection, là, dans le jargon. Et c'est formidable, c'est lié à Louis. On a des passionnés. Ils pratiquent régulièrement. Donc, c'est écrit. Et ils sont capables de distinguer les sons de leur poêle à frire. Et certaines personnes prétendent que ça les apaise. On est ravis de savoir que ça a au moins un bénéfice sur leur santé, c'est de les apaiser. Voilà. Donc la pratique, ça aussi c'est un élément, c'est pour ça que je vous le lis, permet en passant de faire un peu de ménage. Donc on est là dans une action pour le bien de la collectivité, le bien de la société. On fait du ménage, ce qui est effectivement tout à fait louable, de faire un peu de ménage, sauf que c'est un petit peu plus subtil que juste du ménage, parce que ça ne se passe pas tout à fait dans cette manière-là. Et évidemment, on vous précise que tout ça se fait dans la légalité. Et les personnes de l'association disent que si c'était illégal, on n'aurait pas l'autorisation des mairies et de la préfecture, et donc tout va bien.
dans le meilleur des mondes, visiblement, à Vic. Alors, il y a eu beaucoup de réactions d'archéologues, il y en a toujours. Celle-là a été particulièrement virulente parce que justement, c'était quand même le week-end des Journées européennes du patrimoine et que ça avait, à ce titre-là, quand même un petit air de provocation un peu fort. Alors, ça a été justement relayé par la presse et par la presse nationale avec des explications, en l'occurrence un article daté du 17 septembre dans Le Figaro sur le fait que les autorités archéologiques ont essayé de faire annuler le rallye. Oui, il a été autorisé, mais il y a quand même en amont essayé de faire annuler. C'était un choix de la préfecture qui, au dire des archéologues, donc, a essayé de faire interrompre et interdire une activité illégale et destructrice. On y reviendra. Et donc, voilà, il y a des mots et des expressions, dialogue de sourds. Alors, je l'ai mise parce que ça m'a fait sourire. Pourtant, une série de conférences et d'expositions présentées ces dernières années, de Paris à Marseille, on y est venue rappeler les conséquences désastreuses pardon, de l'activité détectoriste pour la recherche scientifique. Tirer des objets de la Terre est un métier, et les détecter, les déterrer, les inéluctables vestiges pour lesquels ils finissent par tomber, ces vadrouilleurs revient à détruire des données entourant les biens en question. Nous reviendrons sur ces questions. Alors, j'ai continué, j'en ai un autre. Je ne vais pas vous tous les faire parce que la liste est tellement longue que c'est assez désespérant. Mais je vous ai pris l'actualité très récente, d'il y a moins d'un mois, le 25 septembre 2009, dans Libération. Donc là, on a une détection, un rallye Detectland en Loir-et-Cher. On a changé de région, on est toujours sur le même principe. Hein. Et cette fois-ci, je crois qu'on est à 600 détectoristes qui se promènent dans la nature, toujours pour nettoyer, toujours en étant passionnés, toujours en étant avec cette volonté de pas du tout abîmer le patrimoine, mais simplement de s'amuser. Alors, je vous invite à regarder un petit peu les tenues des détecteurs et des détectoristes, pardon, qui se promènent dans les champs. Excusez-moi. Qui sont toujours habillés de la même manière, avec des tenues de chasseurs. On y vient, on est là dans de la chasse, effectivement, aux jetons et au patrimoine, avec des gens qui sont habillés comme des chasseurs. On est vraiment dans cette notion de chasse. C'est pour ça que je l'ai gardé dans le titre. Et on est effectivement, là aussi, sur une dénonciation, à la fois par les archéologues. En l'occurrence, on a interviewé Dominique Garcia, président de l'INRAP, et puis un certain nombre d'archéologues sur le fait que ça posait problème. Alors, on a quand même dans le texte, à un moment donné, on vous dit non, mais on prend des jetons. Oui, enfin, ici, question quand même d'un potin gaulois, qui est une monnaie gauloise. On n'est pas dans le jeton contemporain, on est dans une trouvaille avec des détectoristes qui disent oui, mais moi, j'ai pas fait exprès, je cherchais un jeton, et puis ça a sonné, et puis j'ai trouvé un potin gaulois. C'est pas de ma faute. C'est de la faute au potin qui était là. Alors j'en ai trouvé un autre que je trouve assez intéressant, parce que dans les discours et les dialogues difficiles qu'il y a entre les scientifiques et les gens qui pratiquent cette activité, on fait souvent référence à l'Angleterre et au fait qu'en Angleterre, c'est une activité totalement libre. Et effectivement, il y a des rallyes. Alors là, c'est un Biggest Metal Detecting Festival. Donc c'est à Gloucester et c'était en septembre. Alors il fallait s'inscrire, hein, ça coûtait quand même 77,95 €. Et alors là, on vous promet des milliers de personnes sur le terrain. C'est assez... et voilà ce que ça donne comme image. Enfin, je vous ai pris quelques extraits. Alors, là aussi, je trouve que c'est intéressant parce que si on vous dit de 16 à 77 ans, c'est la famille. Non, c'est la famille, c'est quand même une activité essentiellement masculine. On a les chiffres, hein, et c'est une des catégories de personnes qui pratiquent la détection qu'on identifie assez bien et que l'on retrouve sur toutes les photos lorsque l'on a ces chasses au trésor, ces détections. Voilà, on pouvait acheter des tickets. Je ne l'ai pas acheté, j'y suis pas allée. Mais je trouve que c'est intéressant d'essayer de voir un petit peu. Et puis bon, quand même, 20 minutes, le 28 septembre 2023, donc vendredi dernier, je me suis quand même...
20 minutes nous propose un article. Alors, 20 minutes a tenu à préciser quand même que la rédaction de 20 minutes n'a pas participé à la réalisation de cet article. On est rassurés. Mais quand même publie un article. Alors, je ne vous ai pas donné les 3 détecteurs sélectionnés, hein, mais c'est un comparatif avec les 3 meilleurs détecteurs de métaux de 2023. Voilà. Donc, nous avons évalué les performances de chaque détecteur et dans cet article, j'ai vérifié, il n'y a pas une indication qui indique justement les conditions d'utilisation. Est-ce qu'on a une législation là aussi? Est-ce qu'on peut ou pas utiliser un détecteur de métaux? Le rallye vous dit que c'est en toute légalité. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et normalement, dans la loi, il est précisé qu'on doit justement indiquer les conditions et dire que ça pose question. Alors, on a vu toutes ces images, ça fait réagir. Ce n'est pas les seuls qu'il y en a dans l'exposition. On en trouve régulièrement. Le discours est toujours là. Et je disais tout à l'heure que moi, j'ai essayé de venir dans cette conférence en me disant, voilà, je vais essayer de présenter mon point de vue de scientifique, mon point de vue de professeur. Qu'est-ce qui interroge dans cette chasse au trésor des grands? Qu'est-ce qui pose problème à l'archéologie? Parce que finalement, c'est ça la question. Au-delà alors c'est légal. Qu'est-ce qui pose question? Qu'est-ce qui pose question? Là aussi, il faut repartir, je crois, de finalement notre univers mental, ceux avec lequel on a grandi. Moi, j'ai grandi avec Indiana Jones, comme beaucoup de gens de ma génération, même des générations plus récentes. Indiana Jones, on nous en a même sorti un en 2023. Le dernier volet, ça date de 2023. Donc, oui, il y a des gens qui ont grandi avec cet univers-là en tête, avec, voilà, c'est fantastique d'aller chercher le trésor, c'est fantastique de découvrir. Et puis en plus, bon, là, on est du côté des bons quand on est un archéologue et qu'on va chercher le trésor. On libère le trésor de trucs atroces et qui sont du côté des méchants. Donc il y a quand même un monde manichéen où ce chercheur de trésors est du côté des bons et la fascination de la découverte du trésor fait partie des ressorts de l'archéologie, fait partie du mythe avec lequel on construit l'archéologie. Donc je pense qu'il ne faut pas l'ignorer, il faut l'intégrer. Moi, j'utilise Indiana Jones dans mes cours avec les étudiants pour voilà, leur expliquer que je sais qu'ils connaissent ça, qu'on connaisse tous ça. Moi, systématiquement, dans mes copies, j'ai la figure de l'archéologue. Si je demande une figure de l'archéologue, une bio, ça ne manque pas, j'ai des copies avec Indiana Jones, et c'est pas du 3e degré, c'est du vrai 1er degré, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, les étudiants qui démarrent à l'université. Et puis on a tous ces jeux vidéo, là aussi vous en avez, alors Tomb Raider, une femme, 96, un personnage féminin, là on n'est pas qu'avec les garçons, une pilleuse de tombes quand même. Voilà. Et puis on a aujourd'hui des développements, alors dans les derniers qui sont, paraît-il, les meilleurs, dixit mes étudiants, il y a Uncharted qui est passé en film en 2022. Il paraît que le film n'est pas bon, je ne l'ai pas vu. Mais là aussi, on explore, et j'y reviendrai sur ces termes, mais on est dans des aventures. Il y a une fascination de l'aventure, de la découverte, de l'inexploré, de quelque chose qui va finalement permettre de sortir du quotidien et entrer dans les vies de ceux qui pratiquent ça, de l'extraordinaire. Et de ceux et celles qui suivent ces vies, finalement, de pouvoir attraper une espèce de bout d'extraordinaire avec ce qui va leur être apporté. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ça, pas simplement dire c'est méchant, mais essayer de voir sur quoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Alors, petit rappel à la loi, on ne peut pas faire une conférence sur le pillage sans un rappel à la loi en 3 points. Après, je vais essayer quand même d'alléger. La loi qui remonte à 1941 pour la France, hein, ce n'est pas une loi mondiale. Donc, Indiana Jones, il se fiche des lois du monde, il y va. On y reviendra tout à l'heure dans la dernière partie. Et article 531.1 du patrimoine, je pense que tous ceux qui ont assisté à une conférence au musée d'art et d'histoire ont tous eu une petite révision de l'article L531.1 du Code du patrimoine 1941. Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à effet de recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. On n'a pas le droit de fouiller, y compris dans son propre jardin. Voilà, ça c'est... Alors, je la rappelle aussi quand j'aime bien faire des conférences aux enfants qui sont beaucoup plus indisciplinés que vous.
Et en général, il y a toujours un gamin qui panique dans une classe de 6e qui dit « J'ai été creusé dans mon jardin, madame, est-ce que je vais être arrêté par la police ?» Non. À 11 ans, on n'est pas arrêté par la police, on a une petite marche quand même. Mais éventuellement, on essaie de ne pas grandir en continuant cette activité, on essaie de comprendre pourquoi il ne faut pas, et on essaie d'expliquer autour de soi, aux grandes personnes qui le font, que non, ce n'est pas une bonne idée. Article L542.1 du Code du patrimoine, sur les détecteurs précisément, nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques à effet de recherche de monuments et d'objets pouvant intéresser donc la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir obtenu au préalable une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification ou du demandeur, de la nature et des modalités de la recherche. Donc, si on fait des recherches archéologiques, on utilise un détecteur avec une autorisation. Donc, quand on a un détecteur de métaux, et c'est là-dessus qu'on joue, c'est effectivement que ce n'est pas du tout pour faire de la recherche archéologique. Comment on fait pour utiliser un détecteur de métaux en jamais ne faisant de l'archéologie? Ça, c'est un vrai, en tout cas de la recherche d'objets, ça, c'est une vraie question. Et finalement, ça connecte avec une réalité tout à fait fondamentale, qui est que le Code du patrimoine, finalement, c'est quoi l'archéologie? Qu'est-ce qui constitue l'archéologie? Quand est-ce qu'on fait de l'archéologie ou quand est-ce qu'on n'en fait pas? Comment ça se définit un vestige archéologique? Et donc là, on a évidemment une législation aussi, constitue des éléments du patrimoine archéologique, on est bien dans cette définition, tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, et là c'est le petit bout clé, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par les fouilles ou les découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. On a donc évidemment là un élément important. On a le contexte. Là aussi, vous l'avez peut-être sans doute entendu, je vais peut-être passer assez vite pour aller sur la suite, mais quand vous êtes sur votre rallye, que vous allez faire biper votre machine à la recherche du jeton et que finalement c'est un potin ou c'est autre chose ou c'est un trésor, un dépôt de l'âge du bronze, pour arriver à l'atteindre, votre jeton ou vous allez gratter, vous allez enlever ce qu'il y a autour. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez toucher au contexte. Forcément, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est dans l'ADN même de l'archéologie que le vestige, l'objet, il est dans quelque chose, dans un enrobage, et l'archéologie, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça contient de nombreuses informations pour les professionnels qui fouillent. Donc, si vous touchez à quoi que ce soit, vous touchez au contexte, et donc vous faites de l'archéologie. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre solution. Et même à 30 cm, comme certains veulent le dire. Donc, je crois que la position de la France, elle est très claire dans les débats qu'il peut y avoir. Du côté des scientifiques, du côté des chercheurs, on est tous très clairs. Les tutelles d'encadrement de l'archéologie aussi, la détection n'est pas un loisir. On n'est pas dans le ludique de la chasse au trésor, le truc sympa qu'on fait avec les copains, qu'on fait avec la famille. C'est pas possible que ce soit ça. C'est scientifiquement pas possible. Et c'est la notice liée au détecteur que je vous mentionnais tout à l'heure, qui doit figurer, qu'on n'a pas vu dans le 20 minutes. Et ça renvoie à des questions qui sont des débats récurrents. On a toujours les termes dans les débats que l'on a, qui sont plus ou moins agités, qui sont plus ou moins violents, parfois très violents, du côté des détecteurs qui ont un discours, virulent. Alors, du côté des scientifiques, parce qu'on nous accuse, on dit oui, vous grognez, vous êtes en train de geindre, vous vous plaignez. Non, on n'est pas en train de nous plaindre. Enfin, moi, je ne me plains pas, je ne geins pas. J'essaie simplement de faire comprendre les enjeux scientifiques et patrimoniaux. Alors, j'essaie de les partager pour tous ceux et toutes celles qui voudront bien les entendre, qui voudront bien écouter, d'expliquer à celles et ceux qui ne veulent pas mesurer les conséquences de leur acte lorsqu'ils pratiquent la détection. Parce que, de facto, ils sont des destructeurs, et voire dans les cas les plus graves, ce sont des pillards. C'est-à-dire que quand ce sont des destructeurs, si quelqu'un effectivement se dit, ben voilà, moi j'ai juste été sur le terrain, il n'y a pas cette volonté d'aller chercher, de garder, de revendre aussi.
Dans les cas les plus graves, quand effectivement on cherche pour s'approprier, pour revendre, on est dans du trafic, on est dans du pillage de manière très claire. Mais moi je me dis que parfois il y a des gens qui vont sur le terrain de manière plus innocente. Je me dis que peut-être ceux-là voudront les premiers essayer d'entendre aussi les arguments scientifiques. Donc je pense qu'il est important de partager, c'est pour ça que je trouve que cette exposition est tout à fait essentielle et que toutes les conférences qui ont pu être données sont importantes pour essayer de partager, pour essayer de mieux faire comprendre et puis aussi de rappeler à celles et ceux qui vraiment agissent de manière illégale qu'ils s'exposent à des poursuites, parce que finalement, quand vous grillez un feu rouge, vous êtes poursuivi. Si vous voulez faire un casse à la Banque de France, ça ne se passe pas bien si vous êtes pris. Et quand vous faites du pillage archéologique, a priori, ça devrait mal se passer. Et c'est normal que, effectivement, ça se passe mal. Alors, les épisodes, les rebondissements, les arguments, là aussi, je vous ai mis quelques exemples. Régulièrement arrivent des questions sur le pillage. Je vous mets 3 exemples rapides pour qu'on essaie d'aborder d'autres aspects. Mais on a des questions qui sont posées à l'attention de Madame la ministre de la Culture, et puis on doit donner des réponses. On pose des questions à la ministre du côté du Sénat, du côté de l'Assemblée nationale, et on doit donner des réponses. Et le questionnement est en général de dire voilà, il faudrait faire évoluer la loi, il faudrait permettre mieux de mieux encadrer, de mieux pratiquer la détection de loisirs. Et les réponses, là aussi, sont très claires. La position des scientifiques et des acteurs de l'archéologie et des instances françaises, on est tous extrêmement clairs et vraiment tous cohérents dans nos réponses par rapport à des arguments qui sont avancés, qui effectivement sont des arguments de dire mais non, mais on ne va pas très profond, donc on ne fait pas de mal. Oui, on est là pour dépolluer. C'est tout à l'heure ma mention du ménage. On fait le ménage, c'est quand même très très bien, donc on est utile à la société. Et puis, voilà, on est libre parce que on a le droit, sinon l'article de 1989 permet, donc on est libre. Donc au nom de cette liberté, c'est important qu'on puisse pratiquer cette activité de loisir. Voilà. Donc ça, c'est les arguments. Les arguments scientifiques qu'il y a en face, et en réponse, c'est que effectivement la détection est pratiquée à faible profondeur, parfois. On imagine, voilà, dans ces rallyes, et donc elle n'abîme pas. Si, elle abîme la détection. Parce que pour la raison que je viens de vous dire, d'abord, d'abord les arguments du côté des détectoristes. Elle permet de dépolluer. C'est tout à fait l'argument de tout à l'heure. On a fait le ménage et donc on est utile à la société. C'est un loisir libre. C'est un grand mot important que l'on entend, parce que c'est dans la loi. On est libre de se promener avec un détecteur dès lors qu'on ne fait pas de la détection pour l'archéologie. Donc notre liberté est là. Donc, ne venez pas entraver la liberté individuelle qui est absolument fondamentale. Les découvertes faites par les détectoristes permettent de trouver, fortuitement ou pas, ça on reste pudique, de nombreux trésors. La majorité des trésors et des beaux objets. Et là, vous avez une vitrine, effectivement, dans l'exposition qui montre ce qu'on a trouvé en contexte archéologique, puisque les détectoristes ont trouvé sur les mêmes types d'objets. C'est vrai qu'il y a plus d'objets du côté des détectoristes que des archéologues. Oui, d'accord. Et puis, ça permet de trouver des fois des beaux objets. Donc, c'est quand même vachement bien. Ça, c'est que des bons points du côté des détectoristes. Et on fait référence à l'Angleterre, où c'est autorisé en Angleterre, et vous voyez tout ce que les détectoristes apportent aux archéologues, quand même. Alors au passage, on dit qu'ils sont nuls les archéologues, parce que vu comment ils travaillent bien les détectoristes et vu comment ils ne travaillent pas bien les archéologues, heureusement qu'on a les détectoristes pour aider les archéologues. Voilà. Et, conclusion, évidemment, la détection d'aujourd'hui est donc utile à l'archéologie. Démonstration. On a tous les bons éléments et tout va bien. Sauf que c'est pas tout à fait comme ça. Puisque, effectivement, les réponses que j'ai déjà évoquées, si on reprend tous les arguments que l'on a vus tout à l'heure et qu'on va trouver de manière absolument récurrente, le risque existe à toutes les profondeurs, même proche de la surface. Le fait de ramasser des canettes de soda, c'est bien. C'est bien. Pour dépolluer, c'est super. Il y a même des jours qui sont consacrés à ça, d'ailleurs, où on voit en famille des sacs, etc., et sur les plages, pour dépolluer, ramasser les ordures et les déchets.
Et ce ne sont pas les détectoristes qui sont mobilisés, c'est tout le citoyen. Et ça, c'est effectivement une activité tout à fait utile de ramasser les poubelles. Donc, ça, c'est une chose. Avec les détecteurs, on ne dépollue pas. Ça, c'est un prétexte. Et pire, avec le creusement parfois de déchets, on a, et enfin, c'est quand même une réalité, enfoui, on a aussi des déchets toxiques. Et puis, il y a même des obus. Et tous les ans, il y a des détectoristes qui font exploser des obus, qui perdent une main, qui... Voilà, quand c'est pas eux, c'est celle de leurs voisins. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Les exemples venus de l'étranger, puisque c'est un grand sujet, à des fins archéologiques. Et l'Angleterre mise en avant. Alors l'Angleterre, elle a une position aujourd'hui qui est de plus en plus claire, y compris du côté des scientifiques. C'est qu'elle aimerait bien qu'on arrête de trouver. Il y a une loi, hein, il y a une législation, c'est possible. Mais par exemple, pour ce qui me concerne, à savoir les dépôts de l'âge du bronze, de plus en plus, enfin, on a trouvé beaucoup de dépôts de l'âge du bronze grâce ou à cause des détecteurs de métaux. Et on s'aperçoit que cette donnée, qui n'est pas une donnée renouvelable, eh bien, elle est en péril aujourd'hui parce qu'on en trouve de moins en moins, que ce soit par les détectoristes ou que ce soit par les scientifiques. Or, les détectoristes, ben, ils ont pillé le contexte. Moi, j'ai essayé de travailler en Angleterre, de travailler avec un détectoriste qui avait sorti un dépôt de l'âge du bronze. On est allé sur le terrain. Il était de bonne volonté. Il agissait dans la loi britannique. Mais ça a été une catastrophe. Il ne se souvenait plus où il avait trouvé les trucs. Il s'est dit, oui, mais là, il y avait des bouts de machin, puis là aussi. Puis voilà, c'est-à-dire que c'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on fait d'un dépôt de 150 objets trouvés comme ça? Ben, quand on est un scientifique, aujourd'hui, et on va revenir sur ce terme, on a créé des objets orphelins d'aujourd'hui, on n'en fait pas grand-chose, nous, du côté des scientifiques. Donc ça, c'est une vraie difficulté et c'est un vrai problème. Donc ces informations manquantes, elles seront définitivement manquantes. Et on les récupérera jamais. Et osons, disons-le, on trouve de beaux objets qu'on va pouvoir mettre dans les vitrines. Mais très honnêtement, de vous à moi, on s'en fiche des beaux objets. Enfin, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. Mais trouver des beaux objets qui n'ont pas de contexte, hein, qui sont juste des beaux objets dans les vitrines, c'est pas ça l'archéologie d'aujourd'hui. Ça, c'est l'archéologie d'antan, c'est le collectionnisme, c'est au 19e. Aujourd'hui, en 2023, un bel objet dans une vitrine, s'il n'y a pas tout l'appareil qui va avec, ben oui, c'est un bel objet. Mais on n'est pas là pour faire de la décoration. On n'est pas là, beau ou pas. Ce qui nous intéresse en archéologie, c'est comprendre les sociétés du passé. Donc il y a des objets moches, qui sont plus importants en contexte que des beaux objets, surtout sans contexte et orphelins. Donc voilà, l'archéologie scientifique, c'est un domaine scientifique d'activité et c'est important d'intégrer aussi et de faire comprendre que la discipline a évolué. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, autrefois, on disait les beaux objets, on n'avait pas cette attention particulière ou pas de la même manière. L'archéologie a évolué au cours du XXe siècle, au cours du XXIe siècle, et on ne travaille plus en 2023 comme on travaillait en 1950 ou en 2019. Donc, des arguments qui consistent à effectivement dire la collection des beaux objets en musée, ça ne vaut plus pour aujourd'hui. C'est un argument qui ne vaut plus. Alors, allons plus loin, explorons les liens entre pillage et objets orphelins, reprenons le mot de trésor, explorons la notion de pillage, explorons la notion de pillage aujourd'hui et celle d'hier. Je vais essayer de vous emmener un petit peu justement dans l'histoire de l'archéologie et ses conséquences actuelles, parce que le sujet est extrêmement compliqué. Il a plein de fenêtres. C'est pas monolithique. Et dès qu'évidemment, il y a une diversité, une complexité, des nuances, on est sur plusieurs registres et il faut jouer avec tous ces registres. On a des questions, et on va aborder la question de la propriété et des restitutions. Qu'est-ce qui relève de l'histoire de la discipline? Qu'est-ce qui relève de questions de géopolitique? Parce qu'on en a des questions de géopolitique aussi associées à ces objets. Ce qui relève de l'archéologie, du collectionnisme et du développement d'une science. Et tout ça vient finalement se télescoper. Là, on a vu des questions très concrètes d'aujourd'hui, de gens qui font de la détection, qui mettent au monde des objets orphelins d'aujourd'hui. Là, on est dans un cas particulier. Maintenant, si on ouvre un petit peu la focale et qu'on regarde toutes ces questions-là dans la mise en perspective d'une histoire de l'archéologie et dans la mise en perspective de ces questions de trésors et de pillage,
Alors, j'ai retenu pour ouvrir le propos des mots-clés, qui sont des mots-clés qu'on entend, qui sont les ressorts de nos films, qui sont les ressorts de certains discours des détectoristes. Découverte, exploration, voyage, mystère, aventure. C'est les mots magiques, ça. C'est les mots magiques. Et moi, j'aime bien collectionner aussi les revues dans les kiosques. Et justement, sur ces questions d'archéologie, de civilisation, de mystère, vous avez toujours les mêmes mots qui reviennent. Hein. Je vous en ai mis une petite... hop, paf. Les mythes, la passion, l'exotisme, la conquête, le lointain, le sauvage, quand même, voilà, le mystère, les origines. Et puis, il y a la question de l'Europe que je vous ai glissée. Mais voilà, on y est complètement. Et là, on est complètement dans Indiana Jones, dans les jeux. On va explorer des mondes mystérieux, des mondes sauvages, du lointain. Tout ça, ce sont effectivement les ressorts de ces explorations. Alors, ces explorations, elles sont aussi finalement dans la construction d'une archéologie, pas simplement celle d'aujourd'hui, mais celle d'hier, et dans une autre dimension qui est la question des conquêtes des lieux, des endroits. Depuis l'Europe, on est allé à la conquête du monde en plusieurs vagues. Alors vous connaissez, je ne vais pas vous faire un historique complet, mais j'ai juste quand même retenu quelques éléments et quelques images. Le temps des conquêtes européennes de l'époque moderne dans le Nouveau Monde. Ça veut dire l'Europe allant à la découverte de mondes inconnus, de sauvages, découvrant des gens, des civilisations, des objets, des constructions. Donc c'est le début aussi finalement d'échanges entre des sociétés européennes ayant une histoire, ayant des objets et puis des univers très différents. C'est aussi le début, alors pas systématiquement avec une conscience et une recherche scientifique des mécanismes de fonctionnement de ces sociétés, mais c'est aussi le début finalement d'échanges, de trafic, d'objets qu'on a ramenés, d'êtres humains qu'on a ramenés. Voilà, il y a toute cette mise en place de réalité documentée. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé ponctuellement auparavant, mais là, on a des illustrations, on a des objets, et puis on a le 19e siècle, la conquête du monde par l'Europe. Voilà, on ouvre les horizons. On ouvre les fenêtres. L'Europe continue à explorer du côté de l'Amérique latine, mais toutes les frontières sautent et on conquiert des territoires. On s'installe non seulement effectivement en Amérique latine, mais le continent nord-américain est redessiné, l'Afrique, l'Asie, on a des colonies en tant que telles. Et dans ces colonies, on a aussi ce côté d'exploration. Et ce côté d'exploration va de pair avec, au cours du 19e, le développement des disciplines scientifiques, des domaines scientifiques. C'est à ce moment-là que se créent l'histoire, la géographie, l'ethnologie et l'archéologie. Donc, et d'autres, hein, les domaines disciplinaires de la littérature. C'est-à-dire qu'après une Europe des Lumières, où effectivement ça se dessine, au 19e siècle ça se pose et ça s'organise. Et on a un croisement, un entrechoquement d'une certaine manière entre conquête des espaces, colonisation, c'est-à-dire domination des individus, et puis finalement conquête et de sociétés qui ne sont pas les nôtres, alors qui sont jugées. On ne va pas revenir sur la question, on n'est pas là pour ça, d'ailleurs le scientifique n'est pas là pour juger, hein, mais ces rencontres sont aussi des rencontres de sociétés très différentes, avec de l'esclavage, avec toutes ces questions-là. Pour ce qui est de l'archéologie et de la constitution d'objets plus ou moins orphelins aussi, ce sont des moments importants. Parce qu'on va ramener des objets. Ça va de pair avec des conquêtes militaires. Je vous ai mis Napoléon et la campagne d'Égypte, avec des vues qui sont tout à fait emblématiques de cette rencontre. Et finalement, on conquiert les terres, on conquiert les gens, et puis à ce moment-là, on rapporte en Europe, effectivement, des objets. On constitue les musées, on les nourrit, et ça fait des fonds d'objets orphelins dont nous avons aujourd'hui hérité. Est-ce que, voilà, on va y en discuter, partir à la conquête du passé. Là, si on regarde du côté de l'archéologie en tant que telle, l'archéologie, elle naît véritablement, elle se développe, elle s'épanouit
à partir véritablement de la Renaissance, XVIe siècle, XVIIe siècle. Le chantier, c'est-à-dire que l'acte de mettre au jour, de mettre au monde des vestiges qui ont un lien avec finalement les sociétés qu'on cherche à comprendre, ça arrive avant. Je vous renverrai assez volontiers au livre fondateur d'Alain Schnapp qui s'appelle « La conquête du passé », où il explique toute cette histoire et que l'on voit ici figurer sur un certain nombre d'illustrations. Vous avez Rome ici, sur la gauche, vous avez l'Italie et Rome. Vous avez là, finalement, la découverte de vestiges antiques qui se font dans le cadre de tous les travaux urbains qui ont lieu à Rome. On a sorti des antiques et on a, par cette action-là, qui est une action d'aménagement finalement des territoires de la ville contemporaine, on exhume le passé. Alors là, en Italie, à Rome, ce sont des objets qui sont de la ville, qui restent dans la ville. De même, à Pompéi, vous avez là le développement plus systématique d'objets qui ont effectivement été mis au jour dans des fouilles qui ont été rationalisées, qui se sont construites. Et puis vous avez, durant l'époque moderne, Renaissance, époque moderne, c'est ce qu'on appelait les cabinets de curiosité, où on avait un peu de tout, justement, des objets qui venaient de très loin, des objets locaux, des antiquités, des crocodiles, des objets dont le nom était un peu bizarre parce qu'on ne connaissait pas très bien ce que c'était. Par exemple, des haches néolithiques qu'on appelait des pierres de foudre. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des pierres de foudre, mais on a nommé, on a essayé d'inventorier, on a essayé de maîtriser la connaissance du monde par un certain nombre d'objets et donc par des échanges et donc par des trafics. Et donc, on a effectivement apporté soit de pays lointains, soit de pays plus proches en Europe, dans des pays qui construisaient des musées. Je vous ai mis la Grèce du 19e siècle, puisqu'il y a des débats autour, par exemple, de la frise du Parthénon, qui est au British Museum. Qu'est-ce qu'on fait de la frise du Parthénon? Voilà. Les bijoux de Madame Schliemann, qui les portait Sophie, avec grande pompe. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets qui ont été, qu'on circulait dans une époque très particulière? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de géopolitique. Il y a des choses qui sont restées sur place, il y a des choses qui ont bougé. Dans un contexte de circulation, de conquête militaire en tant que telle et de construction des disciplines. On a, au XIXe siècle, pour résumer, repoussé les frontières du temps, repoussé les frontières de l'espace et construit petit à petit, finalement, des ensembles et des réalités dans des circonstances à chaque fois assez particulières. Alors, je vous ai mis des petites illustrations. On a inventé la préhistoire au XIXe siècle, la préhistoire en tant que telle. Donc, repousser la chronologie du passé, repousser les frontières. Ça, c'est une vision de l'Europe vue d'Asie. Un peu bizarre. On regarde la carte, on se dit... voilà, parce que le monde s'est ouvert. Et puis, on a organisé des lieux. Là, c'est les explorations à Angkor par les Français. Voilà, on est dans des expéditions qui sont des expéditions qui recouvrent beaucoup de réalités complexes. Le volet scientifique en étant un, mais n'étant pas le seul. L'exploration universelle de 1878, voilà, au cours de laquelle on a construit ce bâtiment qui est devenu le premier musée d'ethnographie de Paris, où on a mis des objets qui venaient du monde entier. Dans le premier 19e siècle, on a multiplié les fouilles. Voilà, novembre 1922, découverte par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon, retentissement planétaire, enfin au moins dans les cercles érudits. Voilà, on a développé cette histoire de l'archéologie. Donc du côté des professionnels, on a effectivement aussi travaillé cette question de mise au jour et de mise au monde. Et puis, on a travaillé, on a présenté ces objets. Donc l'exposition coloniale Paris 1931, c'était le tour du monde en un jour. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on fait venir des objets de partout et en un lieu, on visite le monde entier. Et c'était tout à fait assumé dans le cadre d'une domination de l'Europe sur le reste du monde. Là, c'est effectivement l'archéologue au musée de la Porte Dorée tel qu'il est représenté.
Donc oui, la tenue du colonial qui fouille et qui va découvrir des objets, puis qui va effectivement les rapporter. 1964, on est en Afrique, et puis le temps de basculement 1972-1974, ça c'est Yves Coppens, au moment de la découverte de Lucie. Voilà. La découverte de Lucie, notre petite tantine de l'humanité, et c'est vraiment un moment de basculement pour ces découvertes et ces vestiges, et je trouve que c'est intéressant parce que 1970, c'est une date clé. C'est à remettre en contexte. 1972-74, la découverte de Lucie. Lucie est sortie de terre en Éthiopie, elle est venue à Paris, puis elle est repartie. Parce qu'on est à ce moment-là, au moment où effectivement le monde se redessine de manière différente, décolonisation, autonomie des pays dans lesquels cette circulation des objets se faisait. Et donc, Lucie est retournée en Éthiopie. Et on a un texte clé dans ce dispositif, qui est le texte clé de la Convention de l'UNESCO de 1970, qui est entré en vigueur en 1972, ratifié aujourd'hui par 143 pays, avec des principes qui sont des principes par rapport à ces questions de découverte d'objets orphelins d'hier et de ce que l'on peut faire aujourd'hui pour protéger ce patrimoine, qui est une question extrêmement complexe. Il y a 3 principes clés qui sont des principes de prévention, avec des inventaires, des certificats, parce que ce qui est sorti, d'où ça vient, question de contrôle, d'agrément, c'est très compliqué. Mais voilà, il y a une attention, il y a des sanctions, là aussi pénales, administratives. La question des restitutions, est-ce que systématiquement on restitue ou pas? Comment est-ce qu'on se positionne à l'échelle de chaque pays et par rapport à quel type d'objet et quel type de restitution? Est-ce que voilà, on dit on rend tout partout? Est-ce que ce patrimoine de l'humanité qui lui-même a une histoire, qui permet aussi de voir finalement des objets venant de très loin dans certains musées, est-ce qu'on rend tout et que chacun chez soi et on ferme les portes? Ou est-ce qu'on raisonne autrement? Ça, c'est une vraie question. Et puis, quelque chose qui est important et qui doit conduire au dialogue, qui est la question de la coopération internationale, qui est une ligne des directrices de la Convention, avec un renforcement de ces coopérations internationales entre tous les États parties, pour que justement, il puisse y avoir une réflexion à l'échelle à la fois mondiale et des pays, pour essayer de faire face à cette réalité qui est, encore une fois, extrêmement complexe, parce que ce n'est pas une histoire d'un rallye d'un dimanche, c'est au minimum 2 siècles d'histoire et de géopolitique mondiale. Donc, ça ne se résout pas en un claquement de doigts, ça ne se résout pas en ayant une position unique, ça fait entrer en jeu de nombreux paramètres, des sensibilités, des questions délicates, parce que ça fait appel à des histoires compliquées. La colonisation est une histoire compliquée et douloureuse. La question des objets orphelins dans cette colonisation, c'est un des éléments. Ça règle évidemment pas tout, mais c'est une des composantes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment les scientifiques se positionnent et comment les politiques se positionnent? C'est pas exactement la même chose, c'est pas tout à fait les mêmes réalités. Alors, ces questions, elles sont au cœur d'un certain nombre de débats. On a des enjeux. 2022, il y a eu des restitutions au Bénin. Là, il y a en ce moment une actualité sur les États-Unis qui saisissent une trentaine d'antiquités pour les restituer au Cambodge. Donc ça fait partie des actions actuellement de penser ces questions de restitution. C'est toujours au cas par cas pour l'instant, et je pense que je vous donne mon avis personnel, je pense qu'il faut le penser au cas par cas. En plus, avec des réalités complexes. Je vous ai mis ici, c'est une photo des cloisters de New York. Vous avez des objets, alors ils ont été achetés, ils ont été exportés. On a un Moyen-Âge assez hallucinant au nord de New York. Est-ce que c'est sa place? Puisque là, on dit, non, les objets du Bénin, ils devraient être au Bénin. Oui, est-ce que finalement, le Moyen-Âge européen, est-ce que sa place, c'est à New York, si on veut être provocateur? Donc, on peut se poser ces questions de restitution, d'appartenance, de logique, de mille et une manières, selon que l'on attrape le sujet sous un angle ou sous un autre. Voilà. Et ça ne concerne pas que, finalement, ces questions
d'exaction sur un certain nombre de pays. Je pense que le sujet est beaucoup plus complexe. Et puis, il y a la question, évidemment, des restes humains. Alors là, je vous ai mis les boîtes qui sont au Musée de l'Homme. Il y a de très, 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 très nombreux crânes au Musée de l'Homme. Les restes humains dans ces vestiges occupent en plus une place assez particulière, avec le fait que tous ces objets qui sont aujourd'hui en musée, que ce soit des crânes ou que ce soit des objets, évidemment sont inaliénables parce qu'ils appartiennent aux collections publiques. Voilà, donc on est face à des questions évidemment de droit, de géopolitique, et c'est important que les scientifiques prennent une position dans ce débat qui, vous le voyez, partent dans tous les sens. Voilà. Donc, c'est simplement une porte ouverte, hein, mais ces questions d'archéologie nationale française sont concernées. C'est pas simplement un sujet colonial, c'est un sujet qui va, ces questions de restitution, d'appartenance, d'objets orphelins. C'est une question patrimoniale au sens large. Il me semble que si vraiment on veut ouvrir le sujet, ce sont des questions qui touchent aux actions d'hier comme aux actions d'aujourd'hui, pour pouvoir regarder l'avenir sans avoir de réponse définitive pour ma part. Les objets orphelins dont on parle beaucoup, c'est un sujet complexe et sensible, c'est ce que je viens de vous dire, qui me semble demander de la réflexion, une contextualisation à chaque fois. C'est-à-dire que le contexte en archéologie, c'est important, mais le contexte, il est important aussi dans le cadre de la réflexion autour de ces questions. Le rôle clair de chacun, avec le fait qu'un scientifique ne juge pas et que l'histoire ne répare pas. Quelqu'un qui fait de l'archéologie, il essaie d'expliquer, il essaie de comprendre, il essaie d'expliquer, mais il ne répare pas. Je pense que ça, c'est vraiment important. On peut agir au jour d'aujourd'hui, mais on ne répare pas ce qui a été fait hier. Ce n'est pas le rôle de l'historien. Une écoute, un respect du passé, de la science, un sens aigu des responsabilités et de la notion de bien commun. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et moi, je suis plutôt, non pas vers un élargissement, mais plutôt un renforcement de tout ce qui permettra de limiter des destructions et la naissance de ces vestiges orphelins. Parce que je pense que la chasse au trésor d'aujourd'hui, c'est un petit peu la conclusion, comme c'était filmé, je me suis dit, on va en laisser une trace écrite. La chasse au trésor d'aujourd'hui, c'est celle de la connaissance, grâce à une archéologie qui ne cesse de se développer, d'évoluer, portée par des professionnels et eux seuls. Je pourrais y revenir parce que parfois je rencontre des gens qui disent mais moi je suis passionné, comment je fais pour m'impliquer dans finalement ce passé qui m'intéresse, comment j'ai l'impression qu'à partir du moment où ce sont que les professionnels, je me sens dépossédée de ces biens qui me touchent. Donc on a des chantiers écoles, on a des chantiers bénévoles, on a des actions qui permettent d'associer les gens sans détruire le patrimoine. Je pense que le patrimoine, effectivement, les professionnels, ce sont des enquêteurs, et au sens plein, dont les compétences et les expertises permettent de mieux comprendre les sociétés du passé. C'est pas mal. En tout cas, c'est notre mission, grâce à l'étude de vestiges, grandioses ou modestes. Moi, j'aime bien les traces modestes. Et parfois les traces invisibles aux yeux du néophyte. C'est pour ça que justement c'est important que ce soit les professionnels en contexte et de préserver un patrimoine commun au nom de tous. Et ça, je pense que c'est important, le commun au nom de tous. Et c'est pour ça que je finis par cette petite phrase. C'est pas donner une leçon, mais si effectivement on est respectueux de cette histoire, pour notre histoire, et a fortiori si l'on est intéressé, je pense qu'il faut trouver un autre loisir que celui qui met en péril ce patrimoine et ce passé, qui pollue la scène de l'histoire. Comme on pollue une scène de crime, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez un crime qui est commis, on ne veut pas que ce soit pollué. Si on veut comprendre ce qui s'est passé et faire une enquête, il ne faut pas que ce soit pollué. C'est pareil, l'archéologie, le site archéologique, le gisement archéologique, le vestige archéologique, il est dans une scène, dans ce contexte, et il ne faut pas que ce soit pollué si on veut en retirer le maximum d'informations pour comprendre le mieux possible ce qui s'est passé à cet endroit. Où l'enquête se tient, c'est-à-dire en premier lieu le terrain, même si l'archéologie ne se limite pas au terrain. Et donc la liberté des sapiens, j'aime bien nous appeler des sapiens, même si des fois sapiens c'est un mot qui semble, comment dire, voilà, s'ils le sont vraiment, et justement de faire les bons choix au nom de la liberté, puisque c'est un mot qui est très revendiqué par les détectoristes. Le sapien sage agit effectivement en toute liberté, mais peut-être ça devrait l'inciter à ne pas se comporter de manière égocentrique
et irresponsable sans attendre de risquer d'être hors la loi. Voilà pour le petit mot de fin. Je vous remercie. Voilà, j'ai mis effectivement en image finale ce petit livre que je viens de publier et où quand même ces éléments dont je viens de discuter sont assez présents. Voilà, je vous remercie beaucoup.